Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine Africa 7 Channel et bienvenue sur le plateau de l'émission Débat politique. Cette édition est placée sous le thème Congo-Brazzaville, enjeux et perspectives géostratégiques. Donc au cours des 90 prochaines minutes, pour nous éclairer, n'est-ce pas, éclairer davantage notre lanterne, deux débatteurs et pas des moindres, Olivier Stirne, conseiller national et républicain en charge de la diversité, Modeste Bokadia, président du Cercle des démocrates et républicains congolais. Cette émission va se dérouler en deux phases. Déjà d'abord le débat qui va opposer nos deux panélistes et puis une partie réservée aux questions, n'est-ce pas, des téléspectateurs et des téléspectateurs présents. Merci encore une fois de plus, chers messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, plus d'un mois après le très contesté référendum qui vise à maintenir le président Sassou Nguesso au pouvoir, quelle est la situation exacte du Congo-Brazzaville actuel? Modeste Bokadia. Écoutez, bon, en ce qui concerne ce référendum, comme je l'ai déjà dit, il m'intéresse dans la mesure où, comme l'a dit le président François Hollande, qui a reconnu le droit à Denis Sassou d'organiser son référendum, ipso facto, il me donne aussi ce droit-là d'organiser le référendum d'autodétermination pour régler le problème des populations du sud du Congo qui jusqu'à présent sont laissées à l'abandon. Voilà pourquoi je dis que c'était un bon référendum qu'il a fait, donc qui me donne aussi la légitimité populaire d'organiser le référendum d'autodétermination. Olivier Stirne, quelle est votre grille de lecture, n'est-ce pas, déjà par rapport à ce référendum? D'abord un mot pour dire que, pour moi, Brazzaville, c'est pas une capitale comme les autres. Le vieux gaulliste que je suis se souvient des entretiens que j'ai eus avec le général de Gaulle, et notamment à propos du discours de Brazzaville, à propos de Félix Éboué, qui est le premier noir qui a été enterré au Panthéon, et qui a été gouverneur de l'Afrique équatoriale française, après l'avoir été du Tchad, où il avait rejoint le général de Gaulle, du moins l'appel du 18 juin, ce qui avait permis à toute l'Afrique de le suivre et de donner une légitimité au général de Gaulle dès 1940, notamment auprès de Churchill, qui n'avait pas jusque-là. Donc, Brazzaville, pour moi, ça évoque tous ces souvenirs. J'y suis allé plusieurs fois. Je crois que la première chose que je souhaite dire, c'est que la France aucun État, n'a à se mêler des affaires intérieures d'un pays. Le Congo-Brazzaville est un État indépendant. C'est à lui et à ses responsables de décider de son avenir. Je crois que nous avons à l'heure actuelle en Afrique quand même un certain nombre de chefs d'État qui souhaitaient rester au pouvoir au-delà des mandats prévus et qui ont eu des problèmes. Je pense par exemple à Blaise Compaoré qui a refusé d'être le successeur d'Abdou Diouf pour traiter des problèmes liés à la francophonie. Il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui, puisque du coup il n'a plus rien. En ce qui concerne le Congo, faire un référendum pour avoir un mandat de plus, le faire adopter par le peuple, sur le plan juridique, c'est légitime, incontestablement. Et par conséquent, c'est aux Congolais à exprimer ensuite leur préférence quand le choix sera devant eux. Je crois que il faut se garder de se mêler, c'est un réflexe colonialiste que moi je n'ai pas du tout, qui serait de se mêler des problèmes intérieurs des pays. Donc moi je considère qu'il y a eu un référendum, j'espère que ça ne dégénérera pas. Je me souviens de la guerre civile très grave qui a existé au Congo, avec des tas de morts, des destructions importantes, notamment à Brazzaville. Et bon, il faut évidemment souhaiter que
la situation se calme et qu'il n'y ait pas une guerre civile. Il y a déjà les prémices, n'est-ce pas, d'une possible poudrière au Congo-Brazzaville, une existence des institutions républicaines, le manque de prise, n'est-ce pas, des pouvoirs publics sur la population, donc la résurgence, n'est-ce pas, des anciennes blessures dans le Congo du Sud. Donc je pense qu'il a tous les ingrédients, n'est-ce pas, pour une prochaine guerre civile. J'espère que non, n'est-ce pas? L'Afrique a un bel avenir devant elle, c'est le continent de l'avenir. Dans les 20 ans qui viennent, c'est l'Afrique qui connaîtra là, de tous les continents, le plus fort développement. Les 20 ans précédents c'était l'Asie, maintenant c'est l'Afrique. Il ne faudrait pas que ces perspectives qui sont vraiment très positives pour l'Afrique soient perturbées par des guerres civiles incessantes, qui empêche évidemment les investisseurs de venir. Donc j'espère que la sagesse prévaudra. De toute façon, il y aura une élection présidentielle. Et c'est à ce moment-là que les gens devront dire s'ils souhaitent que Sassou Nguesso soit à nouveau président ou si c'est un autre. Mais je crois qu'il faut que ce soit démocratique et que ça se passe sans qu'il y ait de guerre civile ni d'excessives altercations des uns et des autres. Monsieur Stéphane. D'ailleurs, je suis très heureux que vous nous rameniez au gaullisme, le vrai. Oui. Et que vous avez parlé de la légitimité populaire du général de Gaulle. Je suis un des rares survivants à avoir été député sous de Gaulle, malheureusement, parce que j'étais tout jeune et beaucoup et que ce débat sur la légitimité populaire s'oppose sur la légalité républicaine. Aujourd'hui, en ce qui concerne le Congo, il y a ce cas qui se pose. Denis Sassou, au terme de sa propre constitution, imposée, comme vous venez de le dire, à coups de canon, avec des pertes de vies humaines qui s'élèvent à 750 000 disparus, impose une autre constitution pour se succéder à lui-même. Là se pose la question sur la légitimité populaire. Or aujourd'hui, quand on voit la population du Congo, la grande majorité du Congo ne veut plus de cette légitimité. Donc il y a une légitimité comme celle du général de Gaulle que je peux m'octroyer, puisque le pays est en danger. Le général de Gaulle, en partant de la France, vu que la France était violée, maltraitée, souillée, il s'est présenté, c'est Churchill comme vous l'avez dit, en disant « je suis la France » pour sauver le peuple français. Aujourd'hui, le peuple congolais est en danger de mort. Voilà pourquoi je crois que entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et le moindre aujourd'hui, c'est l'union nationale. Comment fait-on l'union nationale? Aujourd'hui, par exemple, ici en France, nous avons une grande difficulté, des douleurs importantes. Donc, c'est la famille française, toutes les familles qui sont appelées à recréer la dynamique de l'union nationale avant d'arriver à l'unité nationale. Donc aujourd'hui, François Hollande a appelé tous les Français à l'union nationale. C'est à ça que moi j'appelle au Congo. Faisons d'abord l'union nationale et nous verrons l'unité nationale plus tard. D'abord l'union nationale. Et l'union nationale, ça veut dire la composante du Nord doit s'entendre avec la composante du Sud. Sans ces deux composantes-là, nous ne pouvons pas arriver à l'unité nationale, qui n'a jamais existé du reste. Puisque, comme vous l'avez dit, en rappelant le rôle de Félix Eboué, un grand homme politique, on nous a imposé une république qui n'est là que de nom. Puisque, comme vous le savez, les institutions de la République n'existent pas. S'il y avait des institutions de la République, nous n'aurons pas 98 commandements du commandement militaire et civil dévoués à une seule partie, à une seule ethnie du Congo. Voilà la faiblesse de ce pays qu'on appelle une république une et indivisible, qui n'en est pas une. Voilà la raison pour laquelle, comme vous m'avez donné le nom, la possibilité, je repense à la légitimité populaire.
Et c'est cette légitimité populaire que je réclame. Permettez-moi de revenir, n'est-ce pas, sur l'organisation du référendum. Pour dire, Modeste Bokadia, Sassou Nguesso a écrit 3 livres dans lesquels il est marqué noir sur blanc. Je ne ferai que 2 mandats et après on ne reparlera plus de moi. Il a même été l'auteur, n'est-ce pas, de la charte de la bonne gouvernance et de la démocratie de l'Union africaine lorsqu'il était président de cette instance continentale. Aujourd'hui, quelle est votre grille de lecture par rapport à ce revirement? Je ne sais pas. Vous savez, l'homme est coutumier des revirements. Il a été d'abord socialiste, marxiste, léniniste avec l'Union soviétique. Et puis finalement, il est devenu... il a adhéré aux thèses du libéralisme. Et puis finalement, quand il a vu que ses intérêts n'étaient pas là, il est revenu dans la France. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme le disait M. Stier, l'Afrique aujourd'hui a besoin des institutions fortes. Ce sont ces institutions-là qui doivent être mises en place par des personnes qui n'ont pas le sens de revirement à tout va. Alors, d'un autre côté, on peut dire que le président Sassou est l'otage d'un clan. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui autour de lui, ses gens et ses ministres et sa famille et ses affidés et tous ses amis ont intérêt à ce que Sassou ne parte pas. Donc on peut aussi l'expliquer de cette façon-là, M. Stier. Oui, moi, je ne veux pas rentrer, n'est-ce pas, je laisse aux Congolais le soin de s'exprimer sur leur pays. Je ne veux pas, en tant que responsable politique français, intervenir dans les problèmes internes des pays. Ça, c'est le premier point. Et donc, vous ne m'y ferez pas, vous n'y parviendrez pas, parce que c'est une volonté chez moi très claire. Deuxièmement, je crois qu'il va y avoir de toute façon une élection. L'élection a été prévue par le référendum, elle aura lieu. Et ce qui me paraît très souhaitable dans l'intérêt du Congo et de son avenir, c'est que ceux qui sont pour M. Sassou Nguesso votent pour lui, ceux qui sont contre lui votent pour un candidat qui sera désigné. Mais il va y avoir un vote démocratique. Et donc, je crois qu'il faut attendre ce vote maintenant. Je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement, sauf à souhaiter une reprise de la guerre civile avec tous les morts que ça a entraîné. J'ajoute que, vous savez, on est dans un monde aujourd'hui qui est très différent de ce qu'il était il y a 15 ou 20 ans. Moi, quand j'ai commencé la politique avec le général de Gaulle, il y avait 2 grands ensembles dans le monde. Les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, on est dans un monde de grands ensembles. C'est comme ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait. Il y a la Chine, l'Inde, il y a le Brésil avec le Mercosur, il y a l'Europe. Bon, en Afrique, vous avez 5 ensembles régionaux. Il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Un qui marche, c'est la CEDEAO, qui regroupe tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a pourtant des anglophones et des francophones. Là, vraiment, ça marche. Il y a une banque, il y a des investissements qui arrivent de partout dans le monde, une organisation, des grandes réalisations. En Afrique centrale, pour des raisons qu'on n'a pas analysées aujourd'hui, il y a aussi un ensemble régional qui s'appelle la CEMAC, ça ne marche pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que il y a 2 jours, il y a eu la réunion justement à Libreville de cet ensemble-là, sur le nombre d'États que compte la CEMAC ou la CEAE, il y a eu 2 chefs d'État. Ce qui montre qu'il y a quand même un déficit sur une réunion de l'Afrique centrale où on doit régler les problèmes, notamment du Centrafrique et du Burundi. Sur le nombre de chefs d'État, il y en a 2. Il y a le président, il y a celui du Gabon et celui de Brazzaville. Donc on voit bien qu'il y a un malaise quelque part. Oui, mais c'est vrai, mais c'est grave, parce que comme on est dans un monde de grands ensembles, s'il y avait une entente de l'Afrique centrale, ça serait un des grands du monde d'aujourd'hui. C'est un des grands. Il y a tous les atouts. Le problème de l'Afrique centrale, ce sont les velléités expansionnistes et les luttes hégémoniques au sein de cette partie du monde. Je ne sais pas, écoutez, moi, j'observe que ça marche très bien en Afrique de l'Ouest, assez bien en Afrique du Sud. Il y a 2 ensembles qui marchent mal en Afrique.
L'Afrique de l'Est, c'est pas si mal. Il y en a deux qui marchent mal. C'est l'UMA au nord, l'Union du Maghreb arabe, qui va de la Mauritanie à la Libye. Bon, il y a le problème libyen, il y a la rivalité Maroc-Algérie. Enfin, toujours est-il que cet ensemble, qui serait aussi un des grands du monde d'aujourd'hui, il ne fonctionne pas vraiment. Et il y a l'Afrique centrale qui, en effet, n'arrive pas à créer entre les chefs d'État des pays qui la composent un marché solide qui attirerait les investisseurs dans une zone qui a toutes les ressources pour réussir. Simplement parce que la Guinée équatoriale voisine du Cameroun s'est émancipée et aujourd'hui n'entend plus, n'est-ce pas, écouter les conseils du président Paul Biya, qui est vieillissant et que Idriss Déby voudrait remplacer au sein de cette partie du monde. Je ne peux pas faire de problème de personne. Je sais très bien qu'il y a des rivalités entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Il y a diverses rivalités. Voilà. Ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on pouvait arriver à un ensemble de l'Afrique centrale cohérent, avec un marché intérieur réel, eh bien, ça serait un des grands du monde d'aujourd'hui. Alors que si on a des pays, chacun de leur côté, avec des rivalités plus ou moins grandes, etc., évidemment, l'avenir de l'Afrique, qui est très prometteur, risque d'être compromis en Afrique centrale. Ça, c'est un fait. Ça veut dire que si l'avenir au niveau de l'Afrique centrale est compromis, c'est quand même un échec quelque part de la coopération et du partenariat que nous avons entre pays. Avec tous les problèmes militaires et sécuritaires qu'a connu le Congo-Brazzaville, on note quand même, selon plusieurs câbles diplomatiques, l'existence, n'est-ce pas, de nombreux ans, des milliers d'armes au Congo-Brazzaville. Est-ce que le Congo-Brazzaville n'est pas une poudrière endormie, Modeste Boukavia? Bon, je ne pense pas que ce soit seulement le Congo-Brazzaville. C'est tout un ensemble. Le Centrafrique, hein, c'est pas stable non plus. Le Tchad, malgré la présence d'Idriss Déby, c'est pas stable non plus. Hein, donc, à tout moment, ça peut exploser. Moi, je pense que ça montre la faiblesse de ces États, pour ne pas dire l'inexistence de ces États. Parce que un pays est stable quand les institutions de l'État sont viables. Aujourd'hui, dans la plupart des pays de l'Afrique, il n'y a aucun État stable. Sans l'apport extérieur pour assurer la sécurité, ces pays-là ne fonctionneraient pas. Je crois qu'il faut revenir à remettre au centre du débat, dans tous les États de l'Afrique, en dehors prenant de l'Afrique du Sud, qui lui au moins peut s'assurer son aide extérieure. Il y en a aussi. Voilà. Bon. Il faut, je crois, remettre en place l'État, que l'État se garantisse les fonctions régaliennes de l'État. Je crois, à partir de ce moment-là, on ne parlera plus de poudrière. Mais je crois que c'est l'absence des États. C'est ce que me disait, lorsque j'ai rencontré le président du Conseil constitutionnel, le président français du Conseil constitutionnel, qui m'avait dit le problème de l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas d'État. Il faut mettre les États, et quand il y a des États, on ne changera plus de constitution. Alors, quel conseil, M. Stirn, vous pouvez donner aux opposants congolais aujourd'hui pour, n'est-ce pas, sortir de cette situation de chaos que connaît ce pays? Le conseil, c'est de s'organiser pour avoir un bon candidat aux élections présidentielles et de le faire élire. C'est quand même comme ça que fonctionne un État démocratiquement. Il va y avoir une élection. Ceux qui sont contre le président actuel doivent s'organiser, avoir un très bon candidat, hein, et puis à ce moment-là, il y aura un débat démocratique qui évitera la guerre civile. Rien ne serait pire. Parce que si la guerre civile reprend au Congo-Brazzaville comme elle existe toujours en Centrafrique, alors c'est toute l'Afrique centrale qui sera l'objet des terroristes. Pourquoi les terroristes viennent dans les pays? Parce qu'ils savent qu'il y a des richesses, et sous couvert de la religion, ils veulent mettre la main sur les richesses. Bon. En Centrafrique, jusqu'à présent, il y avait une très bonne entente entre les chrétiens et les musulmans. Des gens venus de l'extérieur, on se met la pagaille, et de nouveau c'est l'anarchie. Et pour l'instant, la situation est très instable encore. Donc, moi je crois qu'il faut éviter ça au Congo-Brazzaville. Donc il faut qu'il y ait un débat
démocratique, hein, une élection qu'on peut faire contrôler par diverses instances, contrôler sa liberté. C'est un point important, c'est la clarté et la transparence des élections. Et à partir de ce moment-là, je pense que on repartira d'un bon pied, quel que soit le résultat. Il faut l'accepter, qu'on soit d'un camp ou de l'autre. Oui, mais seulement aujourd'hui, le Congo ne peut pas organiser de manière démocratique les élections. Nous le savons très bien, M. Stern, que au Congo, c'est un État dictatorial qui est là. Il n'y a aucune transparence sur les listes électorales. Je crois que vous êtes très sévère, là, n'est-ce pas? Le Congo-Brazzaville est assez bien vu dans le monde international. L'Union africaine ne s'est pas opposée au référendum ni à la suite des événements. La Chine, qui intervient beaucoup sur le plan économique on va y arriver. Au Congo-Brazzaville, la Russie, l'Europe ont des bonnes relations. Personne ne met en cause le référendum. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait maintenant une élection. Cette élection soit la plus honnête possible, ça d'accord. Et là, on peut faire appel à des instances qui vérifient et qui contrôlent ce genre de scrutin. Mais je crois qu'il faut se référer à ça, parce que sinon, on va arriver à la guerre civile, et alors là, le Congo-Brazzaville sera vraiment en difficulté pour l'avenir, et toute l'Afrique centrale. On peut déjà compter un certain nombre de morts, n'est-ce pas, du fait de la milice, du général Dengue. Oui, là-dessus. Oui, mais vous savez, le général Dengue, vous savez qu'il avait été condamné, arrêté ici en France, pour des crimes. Malheureusement, nuitamment, il a été remis en liberté et voilà ce qu'il fait. Hein? Je crois que là aussi, à un moment donné, il a fallu être dans l'État républicain qu'est la France pour ne pas passer sur l'institution judiciaire. Bref, non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne partage pas surtout, d'accord, je ne partage pas votre point de vue, monsieur, sur la manière d'organiser. Ce n'est pas parce que la Russie, la Chine, ou la France, ou les États-Unis, pourquoi que les États-Unis ont condamné, puisque le président Barack Obama a demandé à M. Sassou de se ressaisir. Je crois que, bon, peut-être en ce qui concerne la France, parce que, quoique ça c'est, vous savez très bien, vous le dites, votre conviction personnelle ne vous amène pas à revenir sur les indépendances des États. Mais n'empêche que la France regarde, gère, sans pour autant le dire, le Congo-Brazzaville. Ça, il ne faut pas qu'on se cache les yeux là-dessus. On aura le temps de... Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la vraie solution, la vraie solution, c'est celle que vous appelez de tous vos voeux pour qu'il n'y ait plus de guerre civile, parce qu'aujourd'hui, les gens se regardent en chaîne faillante. La vraie solution aujourd'hui, c'est, avant que le sort ne soit scellé, qu'on amène et les gouvernants et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont lésés, à s'asseoir à une table. C'est ce que moi j'ai appelé à mettre en place un médiateur international pour régler en amont ce qui pourrait arriver. Vous savez, c'est ce que l'on disait toujours pour le Rwanda ou pour le Sud-Soudan. Aujourd'hui, ces États que vous venez de citer, en particulier, moi j'insiste beaucoup sur la France, c'est la France le premier partenaire. Le rôle d'un partenaire, ce n'est pas seulement avoir des affaires dans ce pays ou investir, c'est aussi prévenir ce qui pourrait... Aujourd'hui, le Congo, si le Congo brûle, il est à craindre, c'est toute la sous-région qui brûle. D'autant plus que, comme chacun de nous le sait, la politique de Denis Sassou, au niveau surtout de Centrafrique, est très néfaste. Voilà, c'est pour ça que moi je suis pour la paix. Je suis pour la paix. À un moment donné, vous allez peut-être apaiser les craintes des membres du clan Sassou qui ont peur peut-être qu'on ouvre certaines pages de l'histoire noire du Congo-Brazzaville. C'est aussi ça peut-être l'enjeu de ce référendum et de cette volonté de rester au pouvoir. Bon, écoutez, bon,
depuis toujours, moi j'avais tendu la main à Denis. Hein? Même dans mes meetings populaires. Dans mes meetings populaires, j'ai demandé pardon aux miens, c'est-à-dire ceux du Sud-Congo. Que quel que soit ce qui est arrivé, tournons la page du passé. Regardons devant parce que nous avons des enjeux qui sont là. Il faut construire le Congo, il faut construire l'Afrique, il faut construire les relations Afrique-France, Afrique-Europe. Qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Il a fait arrêter 28 membres de mon parti pour avoir demandé l'Union nationale, pour avoir demandé qu'il faut tourner la page pour aller de l'avant. Les Nations Unies qui ont compris la méprise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un avis pour lui sauver la face, en disant, diplomatiquement, il faut les libérer conformément à la charte des Nations Unies. Il aurait pu saisir cette balle-là en disant, ce n'est pas moi qui les libère pour ne pas perdre mon autorité, mais ce sont les Nations Unies. Au lieu de ça, il continue de les maintenir en prison et en plus, il les a déportés. Donc, je n'ai pas de nouvelles de ces gens-là. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que, comme je vais rentrer bientôt, c'est pour aller faire la guerre, c'est pour aller apaiser le pays. Parce qu'aujourd'hui, la partie sud du Congo s'autogère sans structure de l'État. Donc, je veux rentrer incessamment sous peu pour aller apaiser tout le monde. Et je suis le seul homme politique qui ait dit que les gens qui prennent en otage Denis Sassou ne doivent pas le tuer. Denis Sassou doit rester en vie. C'est une mémoire. Parce qu'il faut cesser avec cette politique où on tue les chefs d'État au Congo. Alors, Monsieur Olivier Stine, que pensez-vous du silence assourdissant, n'est-ce pas, de l'Union africaine Mais parce que, si vous voulez, un pays, quand il est indépendant, doit savoir se gérer lui-même. S'il fallait intervenir dans tous les conflits du monde, alors en Afrique, il y a le Burundi aussi, il y a la Centrafrique, et il y en aura d'autres, on le sait. On peut pas, on ne peut pas. Brazzaville, j'évoque ici le silence assourdissant de l'Union africaine, qui est l'instance continentale, et qui a voix au chapitre, et qui a obligation de se positionner quand il y a un souci dans un État. L'Union européenne le fait quand il y a un problème en France, à Bruxelles et dans les autres pays de son espace. Moi, je crois qu'il faut en effet essayer d'arriver à l'apaisement. Si c'est possible, c'est évidemment parfait. Et sinon, il faut un scrutin. Il faut que les gens votent et qu'on fasse contrôler quand même là par des instances internationales sérieuses disons l'authenticité, la légalité du scrutin. Mais on ne s'en sortira pas autrement, ou alors c'est la guerre civile. Donc, moi je crois que, dans un premier temps, chercher l'apaisement, c'est très bien. Évidemment, l'idéal. C'est mon souhait. Mais c'est votre souhait. Mais, d'après ce que vous dites vous-même, ça paraît quand même difficile. Mais si vous y arrivez, si vous arrivez à y contribuer, mais oui, non mais moi j'écoute. De toutes les façons, rien n'est facile. Hein. Non, mais d'accord. Mais rien n'est facile. Non, mais si vous y arrivez, c'est parfait. Et sinon, il faut mettre des instances internationales reconnues, compétentes dans ce domaine, pour qu'il y ait un scrutin qui se passe dans les conditions légales incontestables. Et ça, c'est quand même possible. On l'a fait dans d'autres pays plus difficiles que le Congo-Brazzaville. Mais s'il y a entente avant, évidemment, c'est mieux. Ça, c'est évident. Modeste Boukadia, les pays voisins, dont le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Gabon, préfèrent éviter la question, ou alors de notre côté cautionnent, n'est-ce pas, les agissements de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, hein, vous ne savez pas ce qui peut se passer dans les coulisses. Hein? Ils n'en pensent pas moins. Parce que, vous savez, je disais tout à l'heure, il y a 2 jours, il y a eu la réunion de la CIAE. Il y a eu 2 chefs d'État. Pourquoi les autres ne sont pas présentés? Il faut peut-être chercher le malaise aussi. Hein? Il y a quelques jours, il est allé en Côte d'Ivoire pour une cérémonie privée. Il n'a pas été reçu.
Simplement parce que le président ivoirien était allé à Paris. Écoutez, parce que quand vous allez dans un pays, quand même, par courtoisie, vous attendez quand même que vous recevez votre hôte avant de s'en aller, quand même. L'agenda du président ivoirien était déjà défini bien à l'avance. Alors, on aurait pensé peut-être que Jacob Zuma, qui dirige l'État le plus puissant d'Afrique, aurait au moins pris le taureau par les cornes, se serait saisi, n'est-ce pas, du problème congolais en tant que leader africain, n'est-ce pas, pour mettre les uns et les autres autour d'une table, mais il n'en est rien. Je crois qu'il y a, n'est-ce pas, dans toute l'Afrique à l'heure actuelle, un problème de chefs d'État qui veulent être chefs d'État à vie. Et évidemment, ça crée à chaque fois des problèmes. Ça a été le cas d'ailleurs en Égypte. Où la famille Moubarak a fait que, bon, ça a été le cas en Tunisie, où la famille Ben Ali a fait le que, bon, c'est le cas au Burundi. Il est clair que, et ça a été le cas aussi au Burkina Faso, il est clair que il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui, et quand il y a des règles, il faut essayer de les appliquer. Moi, je crois que au bout de 2 mandats, un président a marqué l'histoire, et donc il doit passer la main. Et voilà, me semble-t-il. Mais ceci étant, chaque État est indépendant, libre de son avenir, et on ne peut que conseiller, on ne peut pas intervenir. Donc, moi je crois que dans l'état actuel des choses, où l'apaisement est possible, idéal, si vous y arrivez... C'est le souhait, je le dis, je le reprécise. Ou sinon, il faut une élection bien contrôlée, présidentielle, et repartir sur des bases démocratiques normales. Moi, je ne vois pas d'autre solution, sinon c'est la guerre civile. La guerre civile n'est jamais une solution. On fait mourir des innocents, on met sur un pays une image qui, dans le monde actuel, restera négative pendant un moment, donc ce n'est pas, et qui empêche les investissements, etc. Donc, moi, je crois que la sagesse est en effet d'essayer d'arriver à l'apaisement. Et deuxièmement, si on n'y arrive pas, malheureusement, c'est de faire un scrutin bien contrôlé. Je ne vois pas d'autre formule. Malheureusement, c'est vrai, la solution serait... Mais il est prouvé que le régime de Brazzaville ne peut pas organiser un scrutin qui serait apaisé. C'est là le rôle de la communauté internationale. Je réinsiste très bien que il y a eu un génocide au Congo, avec une perte de 750 000 âmes qu'on ne sait pas où ils ont été envoyés. 750 000 personnes, ce sont des milliers de familles. Et vous comprenez que ce génocide-là pèse sur le devenir de demain. Mais néanmoins, et je le redis, quand j'ai été à Mbanzangungu, dans le Bas-Congo, je me suis exprimé à la télévision de l'État. J'ai dit que nous avons trop souffert, il faut qu'on tourne cette page pour créer véritablement une union nationale, pour que le passé douloureux ne se revive plus. Aujourd'hui, nous en prenons le chemin. Vous savez que quand on est dans un pays, ce n'est pas celui qui a subi un génocide qui doit pardonner ou qui doit faire le pas. C'est celui qui est à la tête d'un pays qui doit dire, bon, maintenant j'apaise le pays. Or, jusqu'à présent, le fait qu'il ait organisé le référendum constitutionnel, même s'ils sont en droit, ce n'est pas un signe d'apaisement. Voilà, là où nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, en dehors de ça, je suis un homme d'engagement. Le Congo doit aller de l'avant. L'Afrique doit être au rendez-vous de ce millénaire, puisque c'est le millénaire de l'Afrique.
pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent au niveau de la communauté internationale, au niveau du monde entier. Voilà. Et cela, nous avons besoin d'avoir des États suffisamment stables pour que ces États-là, notamment de l'Afrique, arrivent à jouer le rôle qui est le sien dans la stabilité de l'Afrique, notamment avec la récession qui nous guette. Ça, on ne peut pas l'oublier, qu'aujourd'hui l'Europe ou l'Occident ne perd rien sans l'Afrique. Mais si c'est une Afrique morcelée, faible, nous n'aurons rien. Donc il nous faut donc une Afrique forte, mais une Afrique forte passe par des États forts, avec des hommes publics, intègres, qui sont capables de se projeter vers cet avenir commun entre l'Occident et l'Afrique. Alors, je suis pleinement d'accord avec vous, et il faut ajouter, ce que je disais tout à l'heure, que dans le monde des grands ensembles d'aujourd'hui, il faut s'organiser aussi en ensemble. Donc quand il y aura des États forts en Afrique centrale, avec toutes les ressources qui existent dans cette partie du continent africain, vous aurez une carte à jouer formidable. Absolument. Et un avenir assuré. Donc, mais vous savez, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, mais l'Union européenne, elle a commencé elle était à combien? Elle était à 6. À 6. Mais dans un premier temps, il a fallu d'abord des États puissants, forts. Donc aujourd'hui, puisque le Congo n'arrive pas à être puissant, pourquoi ne pas commencer par un État du Sud Congo, par exemple, fort, qui va mettre en place les critères de convergence de développement vers l'Union, vers les États-Unis de l'Afrique centrale, et à ce moment-là, qui va impulser la future relation réelle entre l'Afrique et... Ça, c'est un autre débat. Alors, revenons à Brazzaville pour dire que la doyenne des ambassadeurs, n'est-ce pas, et ambassadrices accréditées à Brazzaville, a réuni son collège et a mis en garde contre d'éventuelles ingérences de la politique interne congolaise. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Modeste Boukadia, qu'une ambassadrice se mette en garde le collège diplomatique? Est-ce à dire que certains ambassadeurs avaient des velléités expansionnistes ou alors... Non, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que, vous savez, quand il y a des légations, les légations sont là aussi pour essayer d'apaiser. Hein? Bon. Non, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat avec... Puisque Stéphanie Sullivan, qui est l'ambassadrice des États-Unis, a été vertement réprimandée par la doyenne des ambassadrices et des ambassadeurs accrédités au Congo. Vous savez que le Centrafrique a d'énormes soucis. Énormément. Je pense que... Oui, mais là, en l'occurrence, elle agissait en tant que doyenne de ce corps diplomatique accrédité. Je pense qu'il faut qu'elle voie qu'il y a des problèmes là-bas, qu'il faut les régler. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo n'est là que pour régler, pour trouver une solution entre le pouvoir et l'opposition, comme le dit M. Steve. Il faut arriver à trouver un cadre de dialogue, à mettre en place un cadre de dialogue. Moi, je crois que c'est ça aussi le rôle des ambassadeurs. Donc, je crois que cet ambassadeur-là, la doyenne, aurait peut-être parce que ce n'est pas elle qui a eu l'idée, c'est pour ça. Et vous cautionnez certainement l'attitude de l'ambassadeur du Cameroun qui a aidé Sassou Nguesso à rédiger les textes de ce référendum. Ah, vous voyez le résultat de ce référendum, moi je ne serais pas à sa place. Hein. Alors, les connexions du pouvoir de Brazzaville avec les grandes puissances internationales. Aujourd'hui, quelle est votre analyse de la position de la France sur le dossier congolais, Congo-Brazzaville? La France a une position qui est de respecter les indépendances. Donc en effet, ce que souhaite sûrement la France, toutes tendances confondues, c'est qu'il y ait une réconciliation nationale et qu'il y ait ensuite un scrutin valable, qu'on peut faire facilement vérifier. La légalité est facile à vérifier. Donc moi je crois qu'il faut prêcher l'apaisement aujourd'hui. Il faut, ce que le président disait est juste, il faut essayer de tout faire pour éviter la guerre civile. Donc il faut l'apaisement.
Il faut essayer de trouver des solutions et ensuite une mise en œuvre de ces solutions qui soit indiscutable sur le plan de la légalité et de l'honnêteté des scrutins. Bon, à partir de ce moment-là, tout repartira sur des basses scènes. À l'heure actuelle, le Congo-Brazzaville a tout de même une image qui est plutôt bonne dans le monde international, parce que c'est un pays qui progresse, qui a créé quelques infrastructures, qui a des ressources propres liées au pétrole en particulier. Bon, ce pays, s'il y a une bonne entente intérieure entre les habitants, repartira d'un bon pied. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. On accuse les réseaux Fabius d'être très liés au clan Sassou. Est-ce que... Ah, je ne connais pas ces réseaux-là. Vous ne connaissez pas ces réseaux? Je ne les connais pas. Vous savez bien que le ministre Fabius est en charge de la diplomatie et du commerce extérieur. J'espère qu'il n'y a pas de... Les grands patrons sont de retour, ils ne sont jamais véritablement partis, mais il y en a de plus en plus. Non, j'espère que... Vous ne voyez pas là la connivence entre le pouvoir et ces grands patrons? Je n'ai pas analysé ça. Je ne pense pas qu'il y a... Vous qui êtes un fin connaisseur de la politique j'espère qu'il n'y a pas de collusion. Et un grand acteur de la politique congolaise, Modeste Boukadia? Non, je pense. C'est un avis qui est d'ailleurs partagé par tous les milieux de la France-Afrique parisienne. Je pense que monsieur Fabius, qui est un homme très intelligent, qui a été Premier ministre de la France, je crois, c'est quelqu'un qui voit l'intérêt de la France et non son propre intérêt. Donc je ne pense pas qu'il y aurait une collusion dans ce sens-là. Mais moi je suis pour que les entreprises françaises investissent au Congo. Elles estiment, ces entreprises, que le président Sassou est le seul garant de leurs intérêts au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Aujourd'hui, on a bien peur que le président Hollande et Fabius s'alignent, n'est-ce pas, sur cette position des patrons du MEDEF. Aujourd'hui, c'est Denis Sassou qui est aux affaires, demain ça sera moi. Donc j'aurai affaire aussi aux mêmes entreprises. Ce sera le changement dans la continuité? Non, ça ne sera pas un changement dans la continuité. Ou la continuité dans le changement? Non plus. Tout simplement, il faut être réaliste. J'ai dit ceci. Nous sommes dans une situation, il faut quand même voir la situation internationale. Hein? Monsieur Stern disait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un grand ensemble. Ce n'est pas la France, ce n'est pas Sassou qui a créé l'OMC. Hein? Nous sommes dans cette situation-là. Hein? Ça, on ne peut pas le nier. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent avec Denis que demain, je vais dire, là, je ne veux plus de ces entreprises. Non. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et je serai dans la continuité de l'État sans être dans la continuité de certaines pratiques. Il y a une nuance. Monsieur Stern, vous croyez que la France doit repenser sa politique africaine? Non, je pense pas. Mais... Compte tenu des événements non, mais vous savez, il y a à l'heure actuelle, n'est-ce pas, une situation un peu paradoxale. Au moment où l'Afrique, tous les observateurs sérieux économiques le disent, au moment où l'Afrique est le continent qui va se développer le plus de tous, hein, qui va connaître une progression de ses revenus nationaux élevée et régulière, à ce moment-là, il se produit, peut-être à cause de ça, parce que ça crée évidemment des appels d'air, il se crée un certain nombre de difficultés internes à certains États qui n'arrivent pas à maintenir leur équilibre. Donc la politique de la France, c'est de respecter les indépendances. La France n'a pas à intervenir dans les problèmes intérieurs, elle peut simplement conseiller, espérer qu'il n'y ait pas de guerre civile, parce que ça, évidemment, la guerre civile, ça, du coup, les investisseurs ne viendront pas. Ça, c'est clair, ils iront ailleurs. Hein. Mais il faut essayer de jouer l'apaisement. Il faut que la sagesse, qui est une qualité ancestrale des Africains, l'emporte sur le reste. Et je me félicite de voir que le président souhaite justement cette unité nationale. Il a raison. Il faut arriver à ça, et après, on fait des scrutins, et que le meilleur gagne. Il faut accepter aussi d'être battu, et quand on a une élection et qu'on n'est pas élu. Je crois que c'est quand même la démocratie, parce que je ne vois pas d'autre système. Parce qu'en dehors de la démocratie, on risque d'avoir des théocraties. Alors il y a des régimes
dictatoriaux qui s'imposent pendant des décennies et des décennies. Donc laissons les électeurs s'exprimer, mais veillons quand même à ce que le scrutin soit vraiment indiscutable. Le président Hollande avait en 2014 permis, n'est-ce pas, aux Africains d'oublier le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Et c'était dans la même ville, où il avait demandé au chef d'État de ne plus maquiller, n'est-ce pas, les constitutions, de ne plus vouloir rester au pouvoir ad aeternam. Aujourd'hui, on a noté une forme d'aller en avant et en arrière du président Hollande, qui a demandé, au sortir de son entretien avec le président Sassou, demandé au président Sassou d'aller consulter son peuple, il avait le droit, mais c'était un peu le deuxième Hollande, là, qu'on voyait cette ambivalence du président Hollande, quand même, à s'aimer le trouble au sein de la population africaine, qui, dans cette partie du monde, déjà, le rejet de la France est visible, il est patent. Donc, je pense que en cela, le président Hollande devrait, ou alors la France devait revoir la copie de sa politique africaine. Non, je crois que, n'est-ce pas, on ne peut pas demander à la France. Il y a eu des États indépendants. Je suis persuadé que le général de Gaulle, s'il était encore là, respecterait les indépendances des États. Je crois que on ne peut pas demander à la France d'intervenir dans les problèmes intérieurs d'un pays. Ou alors c'est pas un pays indépendant. On peut à tout le moins lui demander sa neutralité. Parce que le dire, on connaît le poids de la parole de la France dans le monde, et encore plus en Afrique. Lorsqu'il le dit, c'est une autre façon, n'est-ce pas, de cautionner l'acte que va poser Denis Sassou Nguesso. Bon, le poids de la France n'a jamais empêché, malheureusement, les guerres civiles d'avoir lieu. Nulle part. Et donc, croire que c'est le poids de la France qui peut... La France, elle peut essayer de faire des rapprochements quand il le faut, mais elle ne peut pas imposer. Sinon, alors, c'est plus un État indépendant. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas essayer de voir les positions des uns et des autres. Il y a une situation préoccupante au Congo-Brazzaville à l'heure actuelle, parce qu'il y a déjà eu une guerre civile qui a fait, hélas, beaucoup trop de morts, comme toutes les guerres civiles d'ailleurs, mais celle-là était particulièrement meurtrière. 750 000, hein. 750 000. Oui, absolument. Ouais. Et donc, il faut éviter à tout prix ça. Alors, dans un premier temps, rechercher l'apaisement, c'est évidemment l'idéal. Et après, apaisement ou pas, il faut accepter le scrutin. Et là, la communauté internationale peut veiller à ce que il y a diverses façons de le faire, à ce que ce scrutin soit vraiment un scrutin où les gens s'expriment en toute liberté. À ce moment-là, si on arrive à ça, on aura évité la guerre civile et le Congo repartira d'un bon pied. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre politique possible pour un pays comme la France vis-à-vis du Congo. Modeste Bokadia, le chef de la diplomatie congolaise, Jean-Claude Gakoso, a été reçu dernièrement par son homologue russe, Sergei Lavrov. Est-ce à dire que les relations entre Moscou et Brazzaville sont au beau fixe? Je redis la même chose. J'ai dit, aujourd'hui, c'est Denis, demain, c'est moi. Il est en train d'aplanir les choses de telle sorte que, lorsque nous serons aux affaires, quand je serai aux affaires, que les dossiers soient dans le cadre de la continuité de l'État. Moi, je reste sur cette notion de... Ce n'est pas parce que les partenaires ou les investisseurs vont au Congo aujourd'hui dirigés par Denis que demain je les rejette. Chaque État a ses intérêts. L'intérêt qu'a la France, l'intérêt qu'a la Russie, la France ou la Russie aura les mêmes intérêts que moi. Oui, vous cautionnez cette, n'est-ce pas, position de la Russie, même si son ministre Sergei Lavrov de la diplomatie dit, je cite, « Les résultats officiels témoignent d'un large soutien de la politique du président Denis Sassou Nguesso par le peuple congolais », a déclaré le chef de la diplomatie russe. Nous devons réaffirmer notre soutien à la disposition du chef de l'État congolais à mener un large dialogue national avec la participation de toutes les forces politiques. Je redis ceci. Moi, j'ai félicité le président Hollande d'avoir rappelé que Denis avait le droit de consulter le peuple.
ipso facto, il reconnaissait aussi que j'ai le droit de consulter le peuple pour amener l'apaisement. C'est tout. C'est-à-dire consulter le peuple. Si Sassou, qui est dépositaire et garant des institutions républicaines, avait déjà consulté le peuple, vous consulterez le peuple, le président Boukadia, dans quel cadre? Je reprécise ceci. Quand la France était souillée, maltraitée, il y avait la légalité républicaine incarnée par le président Pétain. Le général de Gaulle, voyant que le peuple français était en train de souffrir, par la Bretagne, il avait pris une pirogue, un petit bateau, il est arrivé en Angleterre, où il a été reçu, et il a dit « Je suis la France ». Et c'est en disant « Je suis la France », il a pris la légitimité populaire, qui est au-dessus de la légalité républicaine. Aujourd'hui, je me réincarne dans cette légitimité populaire. J'aurais pu faire comme le général de Gaulle en mettant un gouvernement provisoire ici à Paris. C'est dans mon droit légitime que me reconnaît le peuple du Sud Congo. Mais je dis non, ça peut être considéré comme étant de l'aventure. Je dis je rentre au Congo pour aller consulter les miens pour apporter l'apaisement. C'est en cela, je crois, que la France, même si le Congo est un État souverain, mais en tant que partenaire, voulant que le Congo soit en paix, va nous accompagner à consulter le peuple du Sud Congo pour qu'il y ait l'apaisement, pour éviter les guerres civiles. Voilà ce que je dis. Et voilà ce qui est une solution humaine, humaniste, altruiste. Restons sur les rapports entre le Congo-Brazzaville. Restons sur les rapports entre le Congo-Brazzaville et les grandes puissances. La Chine n'a jamais décrié toutes les exactions faites au Congo-Brazzaville. Est-ce que cela changera les rapports si vous arrivez au pouvoir je redis ceci. Comme il a été souligné, nous faisons partie aujourd'hui des grands ensembles. On ne peut pas s'écarter de ça. Mais on reconnaît aussi les vrais amis aux heures noires. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a déjà eu l'apaisement que les marchés et les affaires sont florissantes qu'on sera toujours amené à permettre à la Chine de travailler encore plus. Oui, mais moi je vois ce que je disais tout à l'heure. Je disais ceci, que le continent africain est là pour jouer son rôle, pour apporter ce qu'il doit apporter à l'humanité en ce troisième millénaire. Je crois qu'il faut rester là-dedans. Hier, c'était les pays asiatiques. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est là que nous avons besoin, c'est là que les autres membres de la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis, les nations asiatiques doivent aujourd'hui revoir, repenser la façon d'intégrer dans leurs économies ou dans leur politique l'apport de l'Afrique. Et pour que cet apport-là soit suffisamment productif, il nous faut des États qui apportent les stabilités en Afrique. Un pays qui n'est pas stable ne peut pas apporter quoi que ce soit à la communauté internationale. Et aujourd'hui, puisqu'il s'agit du Congo, le Congo aujourd'hui, même s'il jouit d'une certaine... aujourd'hui, le Congo n'est pas un pays stable, où on peut investir, sauf par des amis. Mais des États avec une gouvernance démocratique ne peuvent pas investir. Moi, j'apporte au Congo ce qui lui manque, c'est-à-dire la stabilité des institutions. Et des institutions qui soient fortes. Et lorsqu'on vous dit que l'ambassadrice des États-Unis risque d'être rappelée à Washington du fait de son militantisme au sein de l'opposition congolaise, qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne pense pas que les États-Unis... Elle a clairement marqué sa préférence, je crois, pour l'opposition congolaise. Je ne pense pas que les États-Unis, qui soient une grande puissance comme la France, obtempèrent parce qu'on dit, bon, il faut repartir. Quand on renvoie un ambassadeur, c'est qu'il y a des problèmes sérieux, je crois.
On ne les revoit pas partir comme ça parce que c'est un coup de tête. Non, il y a ce que je peux appeler la spéculation. Donc, notre entretien tire à sa fin. Je vais laisser à chaque panéliste l'occasion d'adresser un message ou alors le mot de la fin va commencer par vous, Olivier Stier. Le mot de la fin, c'est une renaissance souhaitable du Congo-Brazzaville qui doit garder sa place centrale et faciliter ensuite l'existence réelle d'une Afrique centrale organisée avec un marché et un grand avenir. Je crois que dans cette... c'est pas concevable de faire l'Afrique centrale sans Congo-Brazzaville, qui est un des cœurs, depuis toujours, de cette Afrique centrale. Et donc, voilà, c'est ça mon souhait. Et pour y arriver, je suis d'accord avec le président, prêchons et essayons d'obtenir l'apaisement. Modeste Boukadia, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que quand je vais rentrer, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec la conviction de la légitimité populaire pour consulter le peuple du Sud-Congo afin que cette union nationale soit possible. Et c'est à partir de cette union nationale que nous pouvons mettre en place un État suffisamment fort qui garantisse la stabilité. Et c'est cet État-là qui va être générateur des États-Unis de l'Afrique centrale, qui est un grand marché promoteur qui permettra de résoudre, de faire fonctionner les hauts fourneaux ici en Occident et avoir de la plus-value chez nous. Et en même temps, cette politique-là nous permettra de mettre en place ce qui, hélas, a disparu, le différentiel de charge. Parce que sans ce différentiel de charge, nous n'arriverons jamais à sécuriser les économies, que ce soit les économies occidentales ou les économies de l'Afrique. Donc il nous faut revenir sur ces grandes notions qui est afin que le travail ait son sens. C'est par la création d'un État du Sud fort que nous allons mettre à appeler la diaspora, les jeunes de la diaspora, de rentrer au Congo et de faire fonctionner les États, les futurs États de l'Afrique. Parce que les Africains qui sont sortis ont eu une expérience extérieure qui comprendront donc l'exigence du monde extérieur, et les Africains qui sont restés sur place ont une expérience. Ces deux expériences combinées, c'est ça ce qui va nous rendre forts. Et c'est ça qui nous permettra finalement d'être en communion dans cette Afrique qui est attendue au rendez-vous de demain, du 3e millénaire. Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à la chaîne panafricaine Africa 7 Channel, émission politique, le débat panafricain et citoyen. Merci encore d'avoir accepté cette incursion dans votre vie et à la semaine prochaine. C'était Dimitri Mbappé, émission politique, Africa 7 Channel. Merci.